Pearl Harbor, le dimanche 7 décembre 1941. Ce jour-là, le Japon a déclaré la guerre aux États-Unis en attaquant Pearl Harbor et d'autres bases militaires américaines à Hawaï. Un caméraman était là. Il a réussi à prendre des images spectaculaires montrant des navires incendiés, ravagés, coulés, et des dizaines d'avions cloués au sol, déchiquetés. Vision de désastre. Voici l'auteur du scoop de retour aux États-Unis. Il s'appelle Albrick. Mais toutes les prises de vue de Albrick montrant des pertes militaires sont saisies. Et pendant 1 an, il est formellement interdit de les montrer au public. Entre-temps, d'autres images sont tournées à Hawaï et en couleur à la demande des autorités militaires. L'équipe vient de Hollywood et elle est dirigée par le commandant John Ford. Oui, John Ford, le célèbre cinéaste. Ces images insistent sur l'importante communauté japonaise qui vit dans l'archipel d'Hawaï depuis longtemps. Pourquoi le Japon a-t-il attaqué les bases américaines à Hawaï? Qu'est devenu le film confié à John Ford et ses équipes? Et les images du caméraman Albrick, comment sont-elles réapparues après 1 année de censure? Revenons au dimanche 7 décembre, à l'aube. Ces images sont japonaises. Parties d'une base navale de l'Hokkaido le 26 novembre, 6 porte-avions de la flotte impériale font cap sur Hawaï. Pearl Harbor n'est plus très loin. Les avions de combat sont prêts. Voici de quelle façon sont commentés les derniers instants avant leur décollage. Au total, les équipages de 360 avions vont attaquer, en 2 vagues. Un instant. Sous le fuselage, une des bombes perforantes conçues pour cette mission. Seuls des avions de la première vague de l'attaque en sont équipés. Ils arrivent en vue de Pearl Harbor vers 8h-5. La seconde vague déferlera 45 minutes plus tard. Chaque groupe connaît ses cibles. La cible principale, c'est Pearl Harbor. Sur l'ensemble de l'île de Oahu, 6 autres lieux sont visés. Kanoe, où se trouve une autre base de la Navy. 3 aérodromes de l'armée et une base des Marines. La capitale, Honolulu, n'est pas directement visée, mais elle est touchée et des civils sont tués. Pas d'autres cibles dans l'archipel de Hawaï. Il est prévu qu'en cas d'atterrissage forcé, les aviateurs japonais se posent sur une île tout à l'ouest et très peu habitée, celle de Niihau. À Pearl Harbor, le reporter Albrick commence à faire des images juste après la première attaque. Dans tout l'archipel, il est probablement le seul à disposer de matériel professionnel pour filmer. Au centre de l'image, on aperçoit le cuirassé Arizona. Touché par une des bombes perforantes, le navire a explosé. Plus tard, Albrick parvient à filmer l'Arizona de plus près, depuis une embarcation.
Les pertes à bord du cuirassé sont de loin les plus élevées. Le bilan est de 1177 morts. Sur ces images, la fumée noire provient surtout de l'Arizona. À gauche, c'est un autre cuirassé, le West Virginia. 7 torpilles et 2 bombes perforantes l'ont touché. Il coule. 106 hommes perdent la vie. Cette photo est une des plus connues du West Virginia prise ce jour-là. Observons de plus près l'embarcation, avec 6 hommes à bord qui s'approchent du navire en feu. Celui qui est à l'avant se penche. Grossissons encore dans l'image. Regardez, dans l'eau, il y a un homme qu'ils viennent secourir. Revenons au plan d'ensemble filmé de loin par Albright. Complètement sur la gauche, là, on aperçoit la coque de l'Oklahoma. Long de 178 mètres, le cuirassé a chaviré en 12 minutes. Voici sa silhouette vue de l'arrière. Sous le niveau de l'eau, la coque et les 2 hélices. Les fonds sont proches. Touché plusieurs fois, l'Oklahoma se renverse sur bâbord et bientôt, à la surface de l'eau, on ne voit plus qu'une petite partie de la coque et un bout d'hélice. Le caméraman a fait ces images quelques jours plus tard. À bord de ce cuirassé, 429 hommes sont morts. Le 7 décembre, Albright n'était pas le seul à filmer. Avec une petite caméra amateur, un médecin des armées a pris ces images à l'instant où l'Arizona a explosé. Revoyons le début de l'explosion beaucoup plus lentement. Les flashs de lumière que l'on voit, ce sont les réserves de sacs de poudre qui explosent. En moins de 2 heures, plus de 20 navires de guerre sont endommagés ou coulés. Par chance, ce matin, les 3 porte-avions sont en mer. Mais pourquoi la flotte américaine du Pacifique est-elle regroupée à Pearl Harbor? Depuis les années 1920, le port d'attache habituel de cette flotte est sur la côte californienne des États-Unis, à San Diego. De là, pour rejoindre Hawaï, il faut compter plus d'1 semaine de navigation. Et l'archipel de Hawaï est à une dizaine de jours de mer du Japon et son empire. En 1940, les États-Unis ont déplacé la flotte à Pearl Harbor pour mettre en garde le pouvoir très agressif de Tokyo. Après la conquête de la Mandchourie dès 1932, puis la guerre dans plusieurs régions en Chine, un débarquement récent en Indochine française, le Japon a des visées sur la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines. En détruisant la flotte américaine du Pacifique, le Japon espère assurer pour un temps son expansion. Revenons à des prises de vue que Albright tourne sur les bases aériennes, dévastées elles aussi. Plus de 300 avions sont endommagés ou détruits. Les forces de l'air ont été clouées au sol, inaptes au combat. Toutes les images faites par Albright ou des amateurs qui montrent des pertes militaires vont être saisies par les autorités américaines et totalement interdites de diffusion pendant 1 année entière. Et les news n'ont le droit de montrer sur les écrans que des dégâts et pertes civiles. Our great Pacific outpost in the Hawaiian Islands is ruthlessly bombed as Japan's perfidious declaration of war. Death and destruction unleashed on a nation at peace. On that fateful Sunday morning when this country was extending a friendly hand of conciliation and peace. The treacherous attacks brought death to almost 3,000 American soldiers, sailors, and civilians. Our loss in warships and planes was high, but overnight this nation was united in an all-out determination to avenge the hideous assault on American lives and property. Our battle cry is, Remember Pearl Harbor. 2 semaines après l'attaque, ces premières images ne montrent effectivement que des civils. Des bâtiments civils
touchés par les bombardements, des victimes civiles, la voiture d'un civil mitraillé. Pas la moindre image de pertes militaires, de dégâts militaires. Pourtant, dans les semaines qui suivent, les efforts considérables pour remettre à flot des navires et en réparer d'autres sont filmés. Mais ces prises de vue aussi sont formellement interdites de diffusion. Elles témoignent d'une défaite comme jamais la marine américaine n'en a connue. Les autorités militaires veulent d'autres images pour raconter, à leur façon, ce qui s'est passé à Pearl Harbor avant, pendant et après l'attaque japonaise. C'est au célèbre cinéaste John Ford qu'est confiée la réalisation de ce film de commande. Et il a, entre autres, l'idée de mettre en scène une messe en plein air, censée se dérouler le matin de l'attaque. Elle est tournée en 1942, 3 mois après. Celui qui officie est un vrai prêtre. Le 7 décembre, il devait célébrer une messe à bord du California qui a été coulé. Aujourd'hui, il fait l'acteur. Et ses marins font les figurants. À la demande du metteur en scène, tous les figurants se retournent en même temps. Puis on leur demande de se disperser en courant, mais pas tous dans la même direction. Petit retour en arrière. À droite, derrière un avion, en uniforme kaki avec cravate et casquette d'officier, c'est John Ford. Avec ses mains, le cinéaste fait porte-voix pour que les figurants reviennent. À gauche, voici une photo avec John Ford. Officier d'actif de la marine depuis peu, le commandant John Ford dirige un service de prise de vue pour la nouvelle agence de renseignement du président Roosevelt. Revenons au tournage de la messe. Un assistant présente un clap. Sur ce clap, la date est inscrite. Mars le 29, 1942. Et la scène est à nouveau filmée. Cette fois, les figurants se retournent bien tous en même temps. C'est le prêtre qui leur donne l'ordre de dispersion. Il court bien dans toutes les directions. Et M. John Ford n'est pas dans le champ de la caméra. Ces images seront utilisées dans la séquence de reconstitution de l'attaque du film en noir et blanc. Les voici. Mind your battle station. God bless you. Autre scène, tournée aussi pour évoquer l'attaque. Sur le clap, il est bien précisé que cette production est confidentielle. Dans la partie supérieure, on peut lire OCI. Plus tard, cette organisation deviendra la CIA. Des flammes, de la fumée, des hommes en armes qui courent. Les autorités militaires fournissent au cinéaste tout ce dont il a besoin. Comme ces carcasses d'avions détruits le 7 décembre. Mais maîtriser le feu et obtenir des figurants qu'ils aient l'air crédibles n'est pas toujours facile à coordonner. Cela se déplace un peu mollement. Voici le groupe qui passe maintenant dans l'autre sens, avec un peu plus de conviction. Toutes ces images vont servir à faire le film. Un tournage en couleur, c'est un luxe en 1942. Oh oh, petit retour en arrière. Avec sa torche en main, cet homme va ajouter du feu quelque part. Il faut se dépêcher avant que les épaves n'aient trop brûlé. Autre chose, celui qui passe, c'est encore le commandant John Ford. Le tournage de ce film le passionne, mais il prend un temps fou et se prolonge sur plusieurs mois.
Autre genre de scène, une cérémonie aux morts. Tournée dans les dunes avec vue sur l'océan Pacifique, cette cérémonie donne l'impression d'avoir été imaginée et que les plaques blanches ont été plantées dans le sol pour les cinéastes. Il n'en est rien. Ces images faites avec des figurants remettent en scène une cérémonie qui s'est déroulée précisément ici, à Kanoé, le lendemain de l'attaque japonaise. Le prêtre est celui que John Ford a filmé pour la messe. Il se trouve que le père Maguire et John Ford se connaissent depuis longtemps. Le père Maguire est accompagné par le commandant de la base de Kanoé, Harold Martin. La vraie cérémonie avait été photographiée le 8 décembre. 18 hommes de la base de Kanoé avaient été enterrés ici parce qu'il n'y avait plus de place dans les cimetières de l'île. En arrière-plan, on aperçoit les camions utilisés pour le transport de leurs cercueils. Voici une autre photo prise le même jour. Le film tourné par les équipes de John Ford s'inspire parfois scrupuleusement du réel. Et parfois, il s'en éloigne totalement. Le but est de glorifier les armées américaines à Pearl Harbor. Mais John Ford est bientôt appelé ailleurs, dans le Pacifique. La suite du tournage est confiée à celui que l'on voit derrière la caméra. Son nom, Greg Toland. Toland est un grand maître de l'image à Hollywood. Ces prises de vue sont faites dans un quartier asiatique de la capitale, Honolulu. La plupart des habitants sont des descendants d'une main-d'œuvre venue à la fin du XIXe siècle pour travailler dans la canne à sucre. Quelques années plus tard, l'archipel est aussi devenu une destination touristique pour une clientèle américaine. Voici une grande artère de la capitale Honolulu, filmée en 1930, depuis l'arrière d'un tram. Lorsque ces images sont prises, l'archipel de Hawaï est depuis longtemps sous la tutelle de Washington. Mais Hawaï ne deviendra le 50e État américain qu'en 1959. C'est ici, dans la baie de Waikiki, que des Occidentaux ont découvert l'art et les plaisirs du surf, pratiqués depuis des siècles par les Hawaïens. Ces images et ces sons datent du mois de novembre 1929. Hey, Yaka! Revenons dans les rues de Honolulu en 1942. Contrairement aux apparences, l'ambiance est tendue. On craint une nouvelle attaque, alors on s'y prépare. La loi martiale a été déclarée, le couvre-feu est à 21h. La plupart des militaires que l'on voit passer portent des sacs en bandoulière, avec dedans un masque à gaz. La population civile aussi est progressivement équipée en masques. Ces images sont tournées dans l'une des nombreuses écoles japonaises de l'île. La population d'origine japonaise est très importante à Hawaï. Ils sont près de 140 000 sur 400 000 habitants. Plus d'un habitant sur 3. Après l'attaque, des suspects ont été arrêtés et internés. Mais ici, pas question d'agir comme aux États-Unis, où Japonais et Américains d'origine japonaise sont jetés dans des camps dont ils ne seront libérés qu'à la fin de la guerre. À Hawaï, ils sont indispensables à la vie économique. Voici comment Ford et Toland montrent combien la pression patriotique américaine est forte sur la communauté japonaise.
As though to permanently erase their relationship with the homeland, they wiped out or removed every vestige of the written Japanese word. Closed are the language schools. Empty and boarded up the Shinto temples. Gone the flag of the rising sun. This young American Japanese gave the best illustration that over Hawaii, the rising sun had begun to set. Nous sommes maintenant au début du mois d'avril. À l'approche des fêtes de Pâques, quelqu'un a imaginé un masque à gaz, avec des oreilles un peu comme celles du fameux lapin qui apporte des œufs de couleur aux petits Américains. À l'évidence, même avec des oreilles, cela ne plaît pas du tout à cet enfant. À cet autre petit garçon, cela ne plaît pas non plus. Mais les tournages pour le film sont encore loin d'être terminés. Quant au scoop de Albrick sur Pearl Harbor, le public américain va le découvrir dans quelques mois. Le 5 décembre 1942, exactement. Sur une piste d'aviation, une équipe de la compagnie de News Fox Movietone tourne ces images. L'idée est de faire croire que nous assistons au retour sur le sol américain du caméraman qui était à Pearl Harbor le jour de l'attaque. Un instant. Petit retour en arrière. Albrick débarque caméra en main alors qu'elle devrait être rangée dans sa sacoche. Cela fait peut-être plus reporter, mais ce n'est pas très pratique. Puis on demande à Albrick de poser devant un avion. Pas très à l'aise, monsieur Albrick. Après 1 an de censure, Washington autorise enfin la diffusion de son scoop. Et Fox Movietone tient beaucoup à faire savoir que c'est un de ses caméramens qui a filmé l'événement. Trop de bruit sur le tarmac. Finalement, c'est en studio, sur fond neutre, que l'interview d'Albrick est reprise. Mais une seule phrase est gardée. La voilà. Good to get home, but I feel like all the other boys that are out there. We won't be satisfied until we slap the Japs right off the map. Le titre du reportage est le suivant. Maintenant, cela peut être montré. En voici un extrait. And then December 7th, in the surprise assault, American warplanes were caught on the ground and bombed. Most of them were disabled. That crippled our air opposition to the Japs, and their planes were able to swarm over the harbor and bomb and torpedo the warships there. A bomb hit caused the Arizona to blow up. Tiens, la Fox Movietone utilise aussi des images amateurs. Aucun des sons que nous entendons n'est authentique. Ils ont tous été ajoutés après. The attack was carried out by Jap torpedo planes together with dive bombers and horizontal bombers coming in waves. And most of the damage was done before we had an opportunity to come back at them. In a chance hit, a bomb went down a smokestack of the Arizona and exploded the forward magazine. With the stricken vessel, we see the battleships Tennessee and West Virginia hit and on fire. Mais pas un mot sur le fait que la plupart des navires sont anciens. Ils datent des années 1910 et seuls 2 bâtiments ont été définitivement perdus. Now the facts can no longer benefit the enemy and are made public. And these Movietone pictures, made by cameraman Al Brick, are released by the Navy. Quant au film tourné sous la direction de John Ford et terminé par Greg Toland, il déplaît aux autorités de la Navy. Elles exigent et obtiennent des coupes et la suppression de reconstitutions comme celle-ci, jugées trop peu crédibles. Et en 1943, avec ce film intitulé 7 décembre, la Navy a le grand honneur de recevoir l'Oscar
du meilleur film documentaire. Mais contrairement au scoop tourné par Albrick à Pearl Harbor, le 7 décembre ne passera pas dans les salles de cinéma, ni aux États-Unis, ni ailleurs.